Oui, je suis Brao Yao Séraphin, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et par ailleurs président du mouvement politique Les Démocrates de Côte d'Ivoire. La cherté de la vie, nous pouvons définir, nous économistes, comme étant la baisse du pouvoir d'achat des populations. Et cette baisse peut être due à plusieurs facteurs. Ça peut être dû à la modestie, n'est-ce pas, pour ne pas dire la baisse de leurs revenus, vis-à-vis d'une augmentation des prix, ou les deux à la fois. Ça veut dire que les prix augmentent plus que proportionnellement par rapport aux revenus. Et là, si le pouvoir d'achat de la population baisse, on parle de cherté de la vie. En clair, les Ivoiriens, pour notre cas, éprouvent des difficultés pour pouvoir subvenir à leurs besoins comme ils le faisaient par le passé. Et ce que nous disons, cela se reflète par le fait que le panier de la ménagère devient finalement un sachet. Bon, au niveau de notre pays, il y a plusieurs raisons que nous allons catégoriser. On va dire, il y a les causes, on va dire, internes, pour ne pas dire les causes endogènes de la cherté de la vie, et les causes exogènes, pour ne pas dire les causes extérieures. Au plan des causes endogènes, donc internes, il faut dire que depuis des années, depuis 2012, le président Ouattara a commencé à vraiment implémenter une augmentation, n'est-ce pas, des taxes dans notre pays. Par exemple, il y a la taxe, n'est-ce pas, sur les téléphonies qui a commencé à prendre effet depuis 2013. Il y a la taxe sur les usiniers, ceux qui produisent effectivement les produits dérivés issus de l'EVA. Il y a aussi une taxe, voyez-vous. Il y a aussi une taxe aussi sur le transport que le président Ouattara a implémenté. Et n'oubliez pas que depuis 3 ans, il y a les annexes fiscales, les fameuses annexes fiscales qui défraient la chronique aussi, qui sont des ensembles de mesures d'augmentation des taxes sur les producteurs, sur les entrepreneurs et sur les consommateurs. Donc vous voyez, la première cause, à notre avis, les causes internes, ce sont les nombreuses taxes que nous constatons depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Or, quand les taxes augmentent, c'est d'abord le revenu du producteur qui baisse. Et s'il ne veut pas que le revenu baisse, il est obligé, effectivement, puisqu'il subit une charge, parce que la taxe devient une charge pour le producteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va augmenter les prix. S'il ne veut pas accepter la baisse de ses revenus, il est obligé d'implémenter l'augmentation de la taxe sur le prix de vente de ses marchandises. Et donc vous allez constater que les prix ont augmenté. Au niveau du consommateur, que nous sommes nous, quand les taxes augmentent effectivement dans un pays, ce sont nos revenus qui s'amenuisent. Hier, avec 10 000, vous pouvez appeler, je vais dire, sur le mois. Or maintenant, avec les taxes, vous appelez moins, soit vous appelez moins, ou bien si vous voulez appeler effectivement les heures que vous appeliez avant, vous êtes obligé de débourser beaucoup plus d'argent. Donc votre pouvoir d'achat, ça baisse fondamentalement. Ça, au niveau interne, c'est la première raison que nous pouvons donner. Toujours au niveau interne, il y a ce que j'appelle l'enclavement des villes. L'enclavement des villes, nous sommes dans un pays où, depuis 2011, le président Ouattara a décidé d'embellir effectivement le pays. Mais nous avons eu l'impression que l'embellissement se fait seulement que dans les grandes villes. On oublie les villes les plus reculées et on oublie les villages où on produit effectivement la banane, pour ne pas dire le vivrier, ce que les Ivoiriens lambda consomment journalièrement. Et donc, cet enclavement effectivement des villes fait en sorte que ça augmente le coût du transport depuis effectivement les coins, pour ne pas dire les recoins, les villages très reculés de la Côte d'Ivoire vers la ville. Du coup, les transporteurs qui doivent convoyer les marchandises vers la ville sont obligés de demander aux braves dames et aux braves messieurs effectivement des prix élevés, déjà, vous voyez, des prix élevés. Et donc, les détaillants, pour ne pas dire les commerçants, vous savez, c'est tout un secteur, voilà, c'est toute une chaîne effectivement d'approvisionnement. Donc finalement, lorsque le produit arrive en ville, nous sommes obligés de payer le produit est très cher. Et la raison, elle est structurelle, elle est endogène, elle est interne à la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas réussi à désenclaver ces villes-là. Nous avons fait un effort pour embellir les grandes villes de la Côte d'Ivoire, mais nous avons oublié d'où partent fondamentalement effectivement les produits. Troisième raison interne que nous pouvons citer, c'est la faiblesse des revenus. Vous allez me dire, monsieur le journaliste, qu'en Côte d'Ivoire,
Désormais, le PIB par habitant est passé à 2200 $ par habitant. Mais n'oubliez pas que le PIB est un mauvais indicateur pour nous les économistes. Parce que le PIB, c'est la somme des productions produites dans un pays donné par les résidents et les non-résidents, enfin, et les étrangers. Or, vous savez, en Côte d'Ivoire, 80% du tissu économique est détenu par l'étranger. Et donc, la production que vous avez, ce sont des étrangers qui rapatrient ces revenus à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'avais pour preuve, je suis fonctionnaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Ouattara dit que depuis qu'il est là, nous enregistrons un taux de croissance à 8%, mais moi, je n'ai pas vu mon salaire augmenter. Ceux qui sont dans le privé également n'ont pas vu leur salaire augmenter. Donc, à qui la croissance a profité? La croissance a profité à ceux-là qui ont vraiment produit, et je vous dis que la quasi-totalité de ceux qui participent à la richesse de la Côte d'Ivoire sont des étrangers, donc rapatrient leurs revenus. Et pour le reste, vous savez, l'inégalité croissante en Côte d'Ivoire, je vais vous donner les chiffres de l'ONU, de la Banque mondiale. Les 10% les plus riches de la Côte d'Ivoire monopolisent 90% de la richesse. C'est pour dire quoi? Pour dire que la richesse qui a été créée profite à quelques-uns et non à la majorité. Du coup, pour nous, les citoyens lambda, nous n'avons pas vu notre revenu augmenter. Et si pendant ce temps, nous voyons les prix augmenter, la vie devient chère pour nous parce que nous avons des difficultés pour pouvoir payer ce dont nous avons besoin journalièrement. Il faut ajouter à ces causes internes aussi l'augmentation abusive, coût du loyer dans notre pays. Vous prenez un quartier comme Marcory, pour une 2 pièces, 2 chambres salon, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, c'est entre 250 000 et 450 000 francs CFA. Alors vous prenez Bergerville, pour les mêmes 2 pièces, c'est entre 200 000 et 300 000 francs. Donc vous voyez, pour quelqu'un, pour un salarié dont le niveau de revenu moyen en Côte d'Ivoire est de à peu près 89 000 francs CFA, le revenu moyen d'un salarié, vous voyez qu'il peine à pouvoir se loger convenablement. Cela alourdit très considérablement son budget. Et donc c'est ça aussi la vie chère dans notre pays. Donc voilà un peu les causes internes que nous pouvons citer, ce qui vraiment touche à notre pays, contrôlé par le gouvernement. Maintenant, à côté de ces causes-là, il y a les causes extérieures et les causes exogènes. Alors, ces causes-là ne dépendent pas de nous, ça s'impose à nous. Par exemple, au niveau des causes exogènes, le Premier ministre a parlé de la faible pluviométrie. Pourquoi? Parce que l'agriculture, aujourd'hui, en 2022, reste une agriculture encore pluviale. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, en 2022, on s'en remette au bon Dieu. Quand il n'envoie pas la pluie, bien entendu, la production baisse. Et si la production baisse, bien entendu, face à la demande qui est élevée, les prix augmentent mécaniquement. Alors, je vais compléter par les causes extérieures. Au niveau des causes extérieures, quelles pouvez-nous citer? Vous savez, il y a ce que nous appelons, nous, au niveau des économistes, l'inflation importée. L'inflation, il est importé lorsque vous importez un bien, qui est un bien incompressible, c'est-à-dire important, qui rentre dans la production d'un autre bien que vous produisez localement. Quand le prix de ce bien importé là augmente, vous êtes obligé, puisque vous êtes commerçant, le prix n'est rien d'autre que le coût de production plus une marge. Donc vous êtes obligé, puisque le bien importé, cette consommation intermédiaire qui rentre dans la production du bien local a augmenté, vous êtes obligé, lorsque vous produisez, vous, votre bien, vous êtes obligé d'implémenter cette augmentation que vous avez subie au niveau international sur le produit fini. C'est en cela que vous voyez, quand le prix du baril du pétrole augmente à l'international, mais au niveau de la pompe, ça augmente. Et vous devez vous attendre que dans la semaine ou dans les mois à venir, que le prix de la banane, de l'aubergine, effectivement, augmente pareillement. Pourquoi? Parce que nous transportons effectivement ces marchandises d'un point A à un point B. Donc c'est très important. Par exemple, au niveau des produits laitiers, c'est la même chose, puisque nous commandons des facteurs de production de la Belgique, de la France, des États-Unis et de l'Allemagne. Quand ces biens-là, ces facteurs de production augmentent, à l'international, vous êtes obligé d'implémenter ça sur le marché national, une augmentation. On peut aussi citer, bien entendu, pour faire un clin d'œil à la crise ukrainienne, bientôt, certainement, je dis certainement, il est fort probable, si la crise perdure, que le prix du pain augmente, puisque les céréales dont nous avons besoin, en l'occurrence le blé, est fondamentalement produit par les Ukrainiens et surtout par la Russie. Et donc si aujourd'hui, avec la tension que nous connaissons,
si la production baisse, bien entendu, il va falloir que le stock que nous avons soit vendu partout ailleurs dans le monde. Donc la demande étant forte, le prix du blé va augmenter. Aujourd'hui où je vous parle, le prix du baril de pétrole a dépassé les $110, ça se situe aujourd'hui à $113 aujourd'hui où je vous parle. Donc on doit s'attendre à ce que les prix de certaines marchandises augmentent sur le terrain. Ce sont des causes exogènes. Au nombre de ces causes extérieures, nous pouvons citer aussi l'embargo, la crise au Mali et la crise même, je vais dire, au Burkina Faso, où, prenons le cas du Mali, où nous avons fermé nos frontières avec le Mali, nous avons mis l'embargo sur le Mali, et cette fermeture des frontières est grave pour nous aujourd'hui. La cherté de la vie que nous connaissons aujourd'hui est due en partie aussi à l'élévation, n'est-ce pas, des prix, l'augmentation des prix au niveau du bétail. Or, nous savons que le Mali est un plus grand fournisseur de la Côte d'Ivoire en bétail. Et donc, si aujourd'hui, vous dites que vous fermez vos frontières, bien entendu, les quelques voitures qui vont venir par des voies détournées, pas des voies vraiment légales, voyez-vous, ça veut dire qu'il y a des surcoûts que ces intermédiaires-là subissent, et ces surcoûts-là doivent être implémentés sur le prix du détail. Vous voyez, donc voilà un peu les quelques raisons que nous pouvons donner sur la vie chère dans notre pays. Effectivement, bon, nous allons commencer par d'abord le facteur exogène, c'est-à-dire nos relations avec l'extérieur. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays moderne. Et un pays moderne, forcément, vous ne vivez pas en autarcie. Voilà, vous vivez dans une région, vous vivez dans un monde où ça devient maintenant un village planétaire, voyez-vous. Et surtout pour prendre l'exemple de nos pays frères, ce n'est pas parce que la production est en crise dans notre pays, non. Parce que vous savez, nous en économie, un pays ne peut pas être spécialisé dans toutes les productions à la fois, non. Chez nous en économie, il y a ce que nous appelons les avantages comparatifs. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, en fonction de son climat, en fonction de sa population, en fonction de son histoire, il a un avantage comparatif dans la production de certains biens. Par exemple, nous sommes un pays forestier, vous le savez, un pays côtier. Donc nous avons la production de poissons, nous avons le cacao, le café, la banane et d'autres productions. Mais au niveau de l'agro-pastoral, au niveau de l'élevage, nous avons un déficit. Nous avons un déficit parce que la production venant du nord de la Côte d'Ivoire même, elle est insuffisante pour pouvoir nourrir effectivement tous les Ivoiriens. Donc nous sommes obligés effectivement de commercer avec, d'importer certains biens des pays frères. Et eux aussi, pareillement, le Mali par exemple importe beaucoup de produits manufacturés en Côte d'Ivoire, y compris même les engrais. Et le Mali importe ça de la Côte d'Ivoire, donc vice versa, comme le Sénégal, comme le Togo, comme le Bénin. Donc c'est tout à fait normal que les échanges, et il est d'ailleurs bon que nous échangeons entre nous puisque nous partageons ensemble une monnaie unique qu'on appelle le CFA. Or vous ne pouvez pas partager ensemble une monnaie unique si vous n'intensifiez pas le commerce intra-régional. Au temps présent, je trouve même que le commerce intra-régional est très faible, aux alentours de 10%. Or, quand vous prenez par exemple l'Europe, ça se situe entre 60 et 70%. Donc, ce n'est pas une faiblesse, n'est-ce pas, du système de production, sauf que par moment, quand il y a il y a des crises surtout, et que nous fermons les frontières, nous formons effectivement la source d'approvisionnement de ces productions-là, et donc ça crée un souci. Au niveau de la pluviométrie, donc qui a été indexée par beaucoup d'associations, je trouve que ce n'est pas du tout, excusez-moi, bien futé, bien pensé, que de toujours accuser un facteur exogène. Non. Dieu nous a donné l'intelligence, la science nous a donné l'intelligence de démystifier la nature. Aujourd'hui, prenez un pays comme le Rwanda. Le Rwanda a fini avec ses affaires de pluviométrie. Il a la technique de l'agriculture hors sol. Je dis bien la technique de l'agriculture hors sol. Aujourd'hui, qui a été importé, il y a un pays comme l'Italie, qui est quand même un pays champion dans l'agriculture, la technique hors sol. Donc il va falloir que nos associations de producteurs de vivriers aillent vers cette technique. Les produits de contre-saison. Il n'y a pas beaucoup de produits de contre-saison en Côte d'Ivoire. Il suffit d'attendre la période clé pour une production, et voilà, quelques mois après, voilà les prix qui augmentent. Non, dans les pays développés, on peut toujours produire les produits de contre-saison avec, premièrement, ce que je suis en train de vous dire, l'agriculture hors sol. C'est une nouvelle technique où, pour nos besoins, effectivement, d'avoir les conditions frustes et rudimentaires que nous avons,
Ça, c'est la première condition. Améliorer ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente, il faut qu'on aille là-bas. Utiliser de nouvelles techniques pour pouvoir tout le temps produire. Et en n'attendant pas la bonne saison pour produire. C'est la raison pour laquelle on appelle l'agriculture ou bien les produits de contre-saison. Deuxièmement, il faut qu'on en finisse avec l'agriculture pluviale et l'agriculture irriguée. Prenez les pays du désert, prenez l'Israël. Regardez un pays comme Israël, qui n'est jamais effectivement en rupture au niveau du riz. Comment l'Israël fait? C'est un pays désertique. Comment l'Israël fait? Donc il va falloir que quand même, quelque part, nous allions vers l'agriculture irriguée. La Côte d'Ivoire a des grands bas-fonds, plus de 25 bas-fonds rizicoles en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas toujours nous en remettre à la bonne volonté de Dieu, à la sagacité et à la gentillesse légendaire divine pour dire que bon, voilà, nous allons être en surproduction ou en surproduction. Non, il va falloir améliorer nos techniques de production pour que nous ayons effectivement tout le temps, sur toutes les périodes de l'année, de quoi nourrir les Ivoiriens. Cela va de pair aussi avec un soutien étatique. Parce que au temps de Fauboigny, il avait organisé, les OPCVM, il avait organisé effectivement les producteurs du vivrier en coopérative. Et les coopératives étaient aidées, les GVC à l'époque, étaient aidées par l'État au niveau des moyens financiers et avec l'encadrement de la SATMACI pour leur donner l'assistance technique. Et en leur donnant l'assistance technique, on avait la production. On avait la production en qualité industrielle. Non seulement il avait l'assistance technique, et il avait aussi une assistance financière de la part de l'État. Et en les organisant de la sorte, et en créant des pôles régionaux, des pôles régionaux. Et à Yamoussoukro, quand on organise ces coopératives, on va convoyer effectivement toutes ces productions vers Yamoussoukro, et il va falloir avoir des stocks, je dis bien des grandes installations pour stocker les marchandises comme ça se fait partout ailleurs. Nous devons aller vers la modernisation de notre agriculture vivrière et même l'agriculture d'exportation. Et en l'occurrence, l'agriculture vivrière peut être modernisée. Cela peut être même une source d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des universités à Bondoukou qui va être spécialisée dans l'agriculture. Nous avons une université de Daloa spécialisée dans l'agroforesterie. Il faut aller plus loin. Il faut créer dans toute cette chaîne de valeur des ressources nécessaires. Et je vous dis, si nous le faisons, nous allons trouver du travail déjà au niveau des coopératives et dans tous ceux qui vont travailler dans cette chaîne de valeur au niveau du maraîcher et du vivrier. Et puis après, cela va faciliter effectivement l'approvisionnement pour l'agro-industrie. Il dit bien l'agro-industrie. Et vous allez voir qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'articulation dont parlait Gérard de Bernis. Il faut que dans une économie, il y ait une articulation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les sources d'approvisionnement viennent d'ailleurs, comme vous l'avez dit vous-même. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et pour ce faire, je pense qu'il suffit d'organiser. Avec un peu l'aide de l'État, nous pouvons en tout cas y arriver. Je ne dirais pas vraiment manque de volonté, puisque le président Ouattara, il y a un gouvernement passé, il a nommé un ministre spécialisé sur l'agriculture, M. Kafana Kone. Moi-même qui vous parle, j'étais le premier critique parce que j'ai dit on ne nomme pas un ministre pour une spéculation donnée. Il y a plusieurs. Il va falloir aussi nommer un ministre pour l'igname, un ministre pour l'aubergine. À l'époque, il y avait aussi un ministre chargé du riz. Oui, M. Kafana. M. Kafana était ministre chargé du riz. Non, soyons sérieux. Il y a un ministre de l'agriculture. Maintenant, on peut créer des départements, ou si vous voulez, un grand département, une grande commission chargée de la modernisation et de l'approvisionnement en riz ou bien de l'autosuffisance en riz, comme vous voulez. Vous pouvez lui donner un nom, mais il faut que cette direction dépende du ministère de l'Agriculture. C'est ce qu'il a fait maintenant. Et cette direction-là travaille, actuellement où je vous parle, travaille dans le Nord avec la contribution des Chinois. Je pense que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire peut être autosuffisante en riz. Je vous donne un exemple. Le Sénégal. Quand M. Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il a trouvé effectivement que son pays dépensait énormément. Nous, en Côte d'Ivoire, nous dépensons au bas mot plus de 250 milliards de francs CFA en importation de riz. C'est trop. Regardez les hôpitaux que nous pouvons construire. Regardez les écoles que nous pouvons construire. Regardez les routes que nous pouvons construire. Un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population, ce n'est pas un pays qui va se développer. La première chose à faire pour qu'on se développe sur la route du développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est la raison pour laquelle il faut nous disait, un homme qui a faim n'est pas un homme qui est libre. Parce que pour être libre, il faut penser. Pour penser, il faut être libre. Or, pour penser, il faut déjà que le besoin le plus élémentaire, c'est-à-dire que l'alimentation soit couverte. Et je pense que M. Wade, quand il est arrivé, en 5 ans, il a appelé l'opération Gouana. En 5 ans, l'opération Gouana
a permis au Sénégal d'être autosuffisant en riz. Si le Sénégal peut le faire, la Côte d'Ivoire peut le faire. Nous sommes la première puissance économique de la sous-région. Il suffit seulement, effectivement, comme vous l'avez dit, la volonté doit être vraiment de mise. Il ne suffit pas que de temps en temps, on sort les bonnes idées, comme le président Ouattara le fait parfois. En certains moments, effectivement, vous avez raison. Il sort les idées, mais on ne voit plus effectivement l'aboutissement de ces idées. Sinon, la volonté que j'ai perçue dans le fait d'avoir créé un ministère spécialisé dans la riziculture, dans la promotion du riz, j'avais compris, comme lui, que s'il veut que son pays aille au développement, il doit pouvoir nous nourrir déjà. Et pour nous nourrir, il y a une spéculation que nous aimons en Côte d'Ivoire, le riz. Et donc il faut aller vers là. Regardez ce que nous importons de Thaïlande et autres. Il suffit aujourd'hui qu'il y ait la guerre et que le riz ne vienne plus. Nous allons nous rebeller parce qu'il va y avoir le meute de la faim et ça va encore créer des troubles dans notre pays. Donc je souhaite que le gouvernement fasse un peu plus en matière de l'autosuffisance en riz. L'État n'a pas pris toutes les mesures, il faut dire la vérité. Il y a eu des mesures cosmétiques, très populistes, très médiatiques, de saupoudrage aux yeux du gouvernement de Patrick Achi, qui a cru et qui croit encore que ça va jouer une comédie en allant prendre Garbage quelque part avec ses ministres, c'est ça qui va devenir le prix. Non, soyons sérieux. La seule mesure sérieuse que moi j'ai vue qui a été prise, c'est la discussion avec le groupement. Le Premier ministre et son gouvernement ont entamé, n'est-ce pas, des discussions avec toutes les organisations fêtières qui travaillent autour de cette question de vie chère dans notre pays, en leur demandant de ne pas augmenter les prix, comme si l'augmentation des prix n'avait pas des relents économiques et des ressorts. Je vous ai démontré là que les prix, on n'augmente pas les prix de façon péremptoire. C'est tout un mécanisme qui conduit à l'augmentation des prix. Donc il faut jouer sur ce mécanisme au lieu de pouvoir dire à quelqu'un je vais bloquer les prix. Ce qu'ils ont fait, on appelle ça un blocage des prix. Ça se fait dans un gouvernement autoritaire et non un gouvernement démocratique. Vous ne pouvez me demander, moi, par qui vous parle, si je suis importateur et que je subis une augmentation, de ne pas augmenter les prix. Mais qui va suivre cette augmentation? Qui? Donc vous voulez que moi, vous voulez que je subisse l'augmentation en diminuant moi mes revenus ou bien en allant puiser dans mes réserves pour pouvoir subir ça? Je ne peux pas le faire puisque étant commerçant, je suis un homme d'affaires, c'est pour faire des bénéfices. Il y a des mesures concrètes que le gouvernement doit faire. Et au nom de ces mesures, première mesure à prendre, il faut que le gouvernement supprime les monopoles dans notre pays. Monsieur le journaliste, nous les économistes, nous avons appris dans la théorie économique. Lorsque vous avez le marché, il est concurrentiel, le prix qui sort de ce marché, puisque la concurrence, le prix il est moins cher. Je vous donne seulement simplement l'exemple de la bière dans notre pays. Regardez avant, quand Solibra avait le monopole, il n'y avait pas autant de variétés de bières et de production qu'on offre aujourd'hui. Et le prix a baissé. Allez-y à Yopougon. Avec 300 francs, vous pouvez boire une bière. Ce qui n'était pas le cas hier. Pourquoi? Parce qu'il y avait la concurrence. Simple concurrence, parce que Brasivoire, une société de concurrence est venue sur le marché. Et avec cette pression-là, les prix ont baissé. Ce que je dis pour la bière est valable pour l'huile, est valable pour l'électricité, est valable pour l'eau. Et si on fait cela, même le transport, monsieur le journaliste, aujourd'hui les taxis rouges que nous avons en Côte d'Ivoire ont le monopole. Et ils augmentent à tout va les prix. Voilà aujourd'hui les VTC. Les VTC qu'on utilise partout ailleurs, à Londres, en Allemagne, en France, partout. L'histoire économique nous a montré que l'avènement des VTC a permis de diminuer le coût du transport. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un débat là-dessus et je pense que le gouvernement va avoir la sagesse de pouvoir trouver une législation qui va permettre à la fois aux taxis rouges de rouler, taxis traditionnels, et aussi aux VTC de pouvoir rouler. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à un citoyen lambda, va vous dire, depuis l'avènement des VTC, je paye moins en transport. Voyez-vous, voilà des mesures concrètes. Donc, diminuer effectivement les monopoles et aller vers la concurrence. Aussi, il va falloir que le gouvernement fasse un effort au niveau des appels d'offres. Dans notre pays, vous savez ce que nous appelons les marchés de gré à gré. Dans notre pays, les marchés de gré à gré, c'est quoi? C'est le fait que lorsque l'État vient engager effectivement des ouvrages, l'État doit logiquement faire appel aux meilleurs techniciens pour cette œuvre-là et au moindre coût. C'est ce qui nous a été enseigné. En Côte d'Ivoire, selon une directive de l'UEMOA, lorsque des œuvres dépassent déjà 50 millions de francs CFA, ça doit faire l'objet d'appel d'offres. C'est pas moi qui le dis. Le président Ouattara lui-même, quelques jours, il a dit lui-même. Nous l'avons dit.
Quand il est venu au pouvoir, 75% des marchés étaient de gré à gré. 75%. Et 75% des marchés de gré à gré ont fait qu'il y a eu un surcoût d'à peu près 50% sur les œuvres. Donc vous voyez, tout cela concourt à la cherté de la vie. Je suggère également que le gouvernement continue sa campagne d'affichage des prix et de contrôle. Parce que, messieurs les journalistes, si les prix ne sont pas affichés, vous êtes dans un marché de gré à gré. Là où les marchés sont affichés, on appelle ça un marché organisé. Et lorsque les marchés sont standardisés, lorsque vous arrivez dans une boutique, on sait que l'huile coûte tel franc. Et tous les Ivoiriens, puisque c'est un prix Argus, nous connaissons désormais les prix. Cela est très important. Et nous devons faire les contrôles. Et l'État doit faire des contrôles sur ceux qui contrôlent. Parce qu'au Faux-Boigny nous a laissé en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les contrôles des prix. Les contrôles des prix, quand Faux-Boigny était aux affaires, ce sont ceux-là qui jouaient ce rôle. Eux, ils partaient effectivement dans les boutiques pour voir si les Libanais, les Syro-Libanais et les Mauritaniens et tous ceux Ivoiriens qui étaient dans ce domaine-là respectaient les prix édictés, élaborés, décidés par le gouvernement. Mais ceux-là, aujourd'hui, la corruption est dedans. Donc je pointe du doigt encore la corruption. Puisque je dis ceux qui contrôlent, eh bien, il faut les contrôler. Donc il faut lutter contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que le contrôle de produits arrive et que le Libanais lui tende quelques billets ou quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Le monsieur, il sort et il s'en va. Et le monsieur applique les prix abusifs. Donc voilà, les mesures que le gouvernement doit prendre. Et il doit aller encore, je pense que je dois dire à mon président de tempérer au niveau des taxes. Nous sommes fatigués des taxes. Depuis qu'il est là, les taxes augmentent. L'annexe fiscale par-ci, l'annexe par-là. Même les cotisations que nos pauvres retraités payaient hier, qui étaient moindres, a augmenté. Ça fait que quoi? Lorsque par exemple je devais avoir 300 000 francs à la retraite, on dit bon, dans les 300 000 francs, il y a une part que je dois payer maintenant pour la cotisation, qui est de 50 000. Donc je vais à la retraite avec 250 000 francs. Nos collègues, les enseignants d'université qui sont là aujourd'hui à la retraite, ils pleurent. Parce qu'ils disent que ceux qui étaient partis à la retraite avec 500 000, aujourd'hui, eux, ils vont à la retraite avec 350 000 francs. Et d'autres vont à la retraite pendant que tu as les enfants qui sont à l'école. Ils scolarisent comment les enfants? Or, quand on va à la retraite par définition, c'est là que toutes les maladies reviennent à la surface. Comment je fais pour me soigner? Quand on sait aussi que dans ce domaine, au niveau du pharmaceutique, c'est le bazar et qu'il n'y a pas vraiment des structures pour contrôler effectivement ces produits pharmaceutiques. Donc vous voyez, monsieur le journaliste, je pense qu'il y a un effort de tempérance, n'est-ce pas? Un désarmement, hein, c'est le terme approprié. Il faut un désarmement fiscal en Côte d'Ivoire, hein, au lieu du harcèlement fiscal que nous constatons actuellement. Je demande à l'État de désarmer fiscalement pour que nous respirions un peu. Quand je dis nous, je parle des consommateurs et je parle des producteurs. Et puis en même temps aussi, il faut falloir que le président Ouattara pacifie effectivement nos relations avec les pays frères, puisque une bonne partie de la production, je vous l'ai dit, du bétail vient des pays frères. Il va falloir que la diplomatie, c'est la raison pour laquelle la diplomatie existe. Il faut que nous revoyions un peu nos relations avec nos voisins à tout va. Et puis pour finir, je pense qu'il va falloir qu'on mette en place un comité permanent de réflexion sur la vie chère. Et dans ce comité-là, je pense qu'il va falloir prendre tous les experts, je dis bien les experts, qui vont réfléchir de façon prospective. Parce qu'il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, je vous parle. Tous les pays, toutes les autres régions de l'Afrique sont en train de réfléchir sur comment contrer une possible augmentation due effectivement à la crise ukrainienne. Moi, mon pays, puisque je n'ai pas entendu un ministre en parler, ils attendent. Et demain, quand le prix du blé va augmenter, ils vont aller demander encore aux producteurs de pain, non, s'il vous plaît, n'augmentez pas le prix. Si vous augmentez, vous allez voir. Nous allons vous emmerder au niveau des impôts. Donc, ils sont obligés de se taire. Ce n'est pas bien. Donc, je pense qu'il faut un comité qui va mener des réflexions profondes sur le comment et le pourquoi faire pour que l'Ivoirien puisse vivre convenablement dans son pays. Je vous comprends, je vois bien votre question. Hein. Moi, je suis un peu embêté parce que bon, je me demande si en Côte d'Ivoire, il y a des associations des consommateurs. Il y en a, mais bon, ils sont inaudibles. Voilà. Donc vraiment, moi, ça me pose un problème. Dans les autres pays, en Europe par exemple, vous avez vu, à Benghazi, pour que le président chute, c'est une augmentation du prix du pain. Vous voyez, mais en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression, nous sommes dans un pays où les gens souffrent, mais ils n'osent pas parler.
Et effectivement, les associations qui étaient supposées défendre les consommateurs, ce sont ces associations, comme vous le dites, qui devaient porter effectivement ces messages que nous sommes en train de vous donner ce matin, faire des lobbying élevés, vraiment très élevés auprès du gouvernement pour que l'Ivoirien puisse vivre de façon décente. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, la corruption est là et la politisation est dans toute organisation. Lorsque vous êtes très proche du pouvoir, vous n'osez pas poser ces problèmes-là. Voilà, vous êtes obligé de contenter les consommateurs en disant bon non, le gouvernement va faire ceci, n'augmentez pas les taxes parce que bon, voilà ceci. Alors que dans un autre gouvernement, ce sont les mêmes associations-là qui étaient très virulentes. Bon, donc vous voyez que c'est le problème fondamental dans notre pays. On n'a pas véritablement d'association digne de ce nom qui combat véritablement contre la vie chère, à part Dr Ranis, qui est aujourd'hui à la tête du comité de lutte contre la vie chère, mais qui s'est beaucoup centré sur les vivriers. Et puis, il y a un élément important que j'ai oublié. Aujourd'hui, tellement le pays, il n'y a pas d'organisation sérieuse, il y a aujourd'hui une exportation très élevée des produits vivriers vers l'étranger. Aujourd'hui, je vous parle. Donc le gouvernement vient de décider, ces jours-ci, de sévir contre tous ceux et toutes celles qui seraient tentés d'exporter la banane, l'igname, l'aubergine et le piment vers le Ghana, le Togo, le Bénin, la tiéké. Parce que la tiéké aujourd'hui est exportée, donc le gouvernement vient de prendre une mesure vigoureuse de pouvoir lutter contre cette exportation-là. Sinon, je suggère fortement que le gouvernement, ça c'est de son ressort, mette en place un comité permanent, des experts qui vont lutter et réfléchir sur comment contrer. Par exemple, s'il y a un choc au niveau extérieur, comment ça impacte effectivement les produits locaux, comment faire. Et au niveau local, mener une réflexion profonde d'experts, je dis bien d'experts, pas de façon ponctuelle quand la situation advienne. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que j'ai pu dire sur la vie chère en Côte d'Ivoire. De façon indirecte, cette guerre va impacter forcément les économies africaines si elle perdure. Si elle perdure, parce que déjà, essayez de regarder au niveau de la géopolitique, notre partenaire, c'est qui notre partenaire, nous aujourd'hui? C'est la Chine au niveau de l'Afrique, au niveau de certains produits, et majoritairement l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, la partie occidentale, est en guerre contre la Russie. Je dis bien, bon, en matière d'aide déjà, si la France doit soutenir effectivement l'Ukraine contre la Russie, ça veut dire quelque part, si la France devait nous aider financièrement pour certains projets, voilà un financement qui sera en suspens. Ça, c'est au niveau financier. Au niveau des spéculations, aujourd'hui, je vous parle du prix du pétrole qui a franchi la maudite somme de $113. Aujourd'hui, je vous parle. Le prix du baril de pétrole se situe aujourd'hui, je vous parle, à $113. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui importons en Côte d'Ivoire au niveau de notre raffinerie certains produits pétroliers, si le prix augmente, nous devons nous attendre à ce que le prix du gaz en Côte d'Ivoire et certains produits pétroliers aussi augmentent également. Et le prix du transport également. Ça, c'est le prix du pétrole. Vous savez que la Russie est un grand pays qui fournit au monde entier le blé. Et sa production qui a fait que le prix du blé a baissé ces temps-ci parce que la Russie a modernisé son agriculture à telle enseigne que la production mondiale du blé a augmenté. Et donc, c'est ce qui a modéré le prix du pain. Mais avec la guerre, les gens ne pourront pas aller au travail, ils ne pourront pas aller dans les champs, ils ne pourront pas aller effectivement dans les fermes. Qu'est-ce qui va se poser? Il va se poser une baisse de la production. S'il y a une baisse de la production, les prix vont augmenter de façon magistrale et vertigineuse. Et si ça augmente de façon vertigineuse, nous allons payer les pots cassés ici. Donc vous voyez, nous sommes dans un village planétaire, je vous l'ai dit. Lorsque il y a un choc quelque part, forcément ce choc-là se répand ailleurs et le risque devient un risque systémique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut un comité permanent, je n'ai pas dit conjoncturel, permanent, qui va de façon prospective réfléchir sur ces aspects. Au mot de fin, je voudrais remercier Akonda News qui modestement nous sollicite pour donner notre point de vue sur la cherté de la vie. Je voudrais souhaiter bonne vie et longue vie à Akonda News, qu'Akonda News devienne une grosse et grande structure pour notre pays. En tout cas, je souhaite aussi que la guerre en Ukraine prenne fin et que la situation malencontreuse que nous connaissons au Mali avec ses frères finisse pour le bien-être des Ivoiriens.